Gilles de Rais reste dans la mémoire française comme le premier tueur en série. Mais ce titre lui vient surtout de sa postérité. L'historien du roman national Jules Michelet en fait une figure du mal. Il jouissait de la mort, encore plus de la douleur. D'une chose si cruellement sérieuse, il avait fini par se faire un passe-temps, une farce. Les cris déchirants, le râle flattait son oreille, les grimaces de l'agonisant le faisant pâmer de rire. Aux dernières convulsions, il s'asseyait, l'effroyable vampire, sur sa victime palpitante. La réalité historique, elle, est bien différente. Gilles de Rais, de son vrai nom Gilles de Montmorency-Laval, est né en 1404 dans le château de Champtocé-sur-Loire en Bretagne. Baron de Retz, lui et sa famille sont des fidèles du roi de France. Dès ses 20 ans, Gilles soulève des troupes et harcèle les soldats anglais. Nous sommes en effet en pleine guerre de Cent Ans. Depuis la mort de Jean sans Peur en 1419, la France est plongée en pleine guerre civile et la position du dauphin Charles est des plus précaires. Gilles, lui, soutient le dauphin et c'est tout naturellement qu'on le retrouve aux côtés de Jeanne d'Arc durant toute son épopée guerrière de 1429. Avec La Hire, Dunois et Xaintrailles, Gilles de Rais est un des grands noms de cette compagnie. Ses exploits guerriers sont légendaires. Le 18 juin 1429, le dauphin est sacré à Reims. Et c'est Gilles de Rais lui-même qui porte la sainte ampoule qui contient le Saint-Crème qui sert à sacrer le roi. Il devient Charles VII, dit le bien servi. C'est de lumière que baigne alors son nom. Il est même fait maréchal de France et dispose de l'incroyable privilège d'incorporer les couleurs de la monarchie française à ses armoiries. Gilles continue de combattre avec Jeanne d'Arc. Il est l'un des derniers à ses côtés avant qu'elle soit capturée en 1430 à Paris. Gilles est profondément lié à la mythologie joannique. Il est lui aussi un guerrier touché par la grâce, profondément pieux, qui lutte pour le rétablissement de la couronne de France. C'est à partir du 20 septembre 1435 que la vie de Gilles prend un tournant étrange. Ce jour-là est signée la paix d'Arras. Charles VII et le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, se réconcilient. Les troubles entre Armagnac et Bourguignon s'éteignent. Gilles se souvient-il alors que ces derniers ont brûlé en 1431 Jeanne d'Arc ? Est-ce par calcul ? Haine personnelle ? Quoi qu'il en soit, il n'accepte pas cette décision. Charles ne pardonne pas cette déloyauté de Gilles de Rais. Il casse tous ses contrats féodaux. Nombre de seigneuries lui sont alors retirées. Ses revenus s'épuisent alors que Gilles doit continuer à entretenir ses gendarmes. Gilles est ruiné. Le baron doit en effet continuer à tenir son rang. Il reste maréchal de France. Il lui est impossible de sortir de son endettement. Il décide alors de trouver un expédient et de se tourner vers l'alchimie. Il fait venir François Prelati, un Italien, pour trouver le secret de la transmutation. Ce secret qui permettrait de changer le plomb en or. Les problèmes d'argent de Gilles seraient alors totalement réglés. La fin de la guerre de Cent Ans marque le début de l'avènement de la superstition, ainsi que de la croyance en la sorcellerie. La frontière entre magie et sorcellerie est fine à l'époque. Ces pratiques deviennent de plus en plus courantes, ou du moins ces croyances. Par exemple, en 1455, Potent de Xaintrailles, un compagnon de Gilles et de Jeanne, a recours à 3 sorciers à Bordeaux pour régler une affaire de vol.
Les croyances magiques se répandent, vous voyez bien, assez vite. Et en 1487, c'est la publication du célèbre livre Le Marteau des sorcières, le Malleus Maleficarum, qui diffuse à travers toute l'Europe cette peur eschatologique des sorcières. C'est notamment cet ouvrage qui entraînera bon nombre de procès. En 1440, Gilles de Rais commet un double crime. Jean Le Ferrand, un clerc, administre une châtellenie que Gilles veut absolument récupérer pour la revendre. Après moult péripéties et calculs, Gilles tente de la récupérer par force. Après un échauffouré, il rentre en armes dans une église en pleine messe pour menacer le prêtre. Double crime. Crime devant la loi, double crime. Crime devant la loi des hommes et crime devant Dieu. Le duc de Bretagne est excédé par le comportement de son vassal. Chose hors du commun pour l'époque, c'est une double enquête qui est menée. Un tribunal ecclésiastique et un tribunal laïque se mettent à enquêter sur Gilles. Or, la même année, en 1440, des rumeurs courent près du château de Machecoul. Les deux tribunaux écoutent 7 femmes et un homme. Nous sommes près de Nantes. D'après des rumeurs, et d'après ces 8 personnes, des enfants seraient kidnappés aux alentours du château. Les tribunaux décident alors d'écouter les 4 complices de Gilles, Henri Grillard, Étienne Corillot, Eustache Blanchet et, évidemment, je l'ai cité avant, François Prélati. Nous sommes au Moyen-Âge, les méthodes d'enquête sont assez simples, on a recours à ce qu'on appelle la question. Ces 4 complices sont torturés. Et on leur demande s'il est vrai que des enfants ont disparu autour du château de Machecoul. Les complices avouent tout. Ils avouent que 140 enfants, voire plus, auraient disparu. Elles cherchent à valider la réalité de ces rumeurs pour légitimer l'action judiciaire qui est alors menée contre Gilles de Rais. Et l'on voit bien que l'origine de l'enquête n'est pas une affaire de meurtre ou de disparition, mais un crime plutôt politique, c'est-à-dire le fait d'avoir contrevenu aux règles seigneuriales et féodales et d'avoir mécontenté le duc de Bretagne. 2 tribunaux sont créés, l'un ecclésiastique, l'autre laïque. Celui de l'Église et celui du duc de Bretagne. L'Église reproche à Gilles d'être entré en armes dans un lieu saint, une église, tandis que le tribunal laïque du duc de Bretagne lui reproche de ne pas respecter les règles seigneuriales. Ce sont ensuite Tiphaine Branchu et Pierre Martin qui sont écoutés. Eux aussi avouent et rajoutent le caractère sexuel aux accusations. Alors là, on peut se questionner puisque ceux qui rajoutent ce caractère sexuel sont ceux qui n'étaient pas présents dans le château, mais qui sont au contraire à l'extérieur pour rabattre. Je rappelle que les questions sont induites, et les réponses aussi, par les accusateurs. Quoi qu'il en soit, tout le monde dans cette affaire, tous ceux qui ont écouté, ont avoué. On écoute donc Gilles de Rais le 15 octobre 1440. Il nie tout en bloc, il s'offusque, mais lui aussi est torturé. Après avoir été soumis à la question et menacé d'excommunication, Gilles de Rais avoue tout. Il avoue tout, il a trop peur d'être chassé de la communion des saints et préfère avouer tout ce qu'on lui reproche. Dans cette affaire, on peut se questionner. Si la disparition d'enfants semble acquise, néanmoins la façon dont l'enquête a été menée nous apprend qu'en fait, plus que la vérité, ce qui est cherché ici, c'est de légitimer l'action judiciaire. De plus, à travers la façon dont sont questionnés les suspects, eh bien, il y a une projection de l'imaginaire des accusateurs. Finalement, eh bien, cette enquête, qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Eh bien, elle nous apprend que plus que sur les disparus ou ceux qui sont accusés, c'est les accusateurs dont on arrive à mieux comprendre la psychologie. Ils ont recours à la force, la torture, ils menacent d'excommunication.
Le motif de départ sont des motifs de non-respect de règles sociales. Bref, ce qu'on cherche à faire, c'est à sauver le corps social. On le voit, ce procès, il a avant tout pour but de réparer, ou en tout cas de maintenir l'unité du tissu social. Le fait qu'un personnage placé comme Gilles de Rais agit de façon aussi inconséquente menace l'équilibre social. Il le menace sur un plan religieux, il le menace sur un plan social, sur un plan politique, et il faut trouver une solution à ça. On ne peut pas avoir recours à la violence. Gilles de Rais jouit d'une excellente réputation, c'est un homme fort, donc on a recours à un autre expédient, la justice. Des écrits comme ceux de Jules Michelet ou Charles Perrault, qui au XVIIIe siècle écrira un conte intitulé Barbe Bleue, le surnom de Gilles de Rais, alimenteront la mémoire de la légende noire plutôt que de la légende dorée de Gilles. Ne veux-tu pas descendre ? Criait la Barbe Bleue. Encore un moment, répondait sa femme. Et puis elle criait. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Je vois, répondit-elle, 2 cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin encore. Dieu soit loué, s'écria-t-elle un moment après. Ce sont mes frères. Je leur fais signe tant que je puis de se hâter. La Barbe Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds, tout éplorée et tout échevelée. « Cela ne sert de rien, dit la Barbe Bleue. Il faut mourir. » Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le coutelas en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme, se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. « Non, non, dit-il. Recommande-toi bien à Dieu. » Et, levant son bras... Cette histoire nous montre finalement que parfois, dans des procès judiciaires, eh bien, on apprend plus de choses sur les accusateurs que sur les accusés. Lecture de Charles Jouglin. Musique Lamento di Tristano Larrota. Guillaume de Machaut, de Fortune nous doit plaindre.